Dans quelques mois, la France accueillera les championnats du monde amateurs par équipe. Dans ce podcast, la Fédération française de golf nous plonge au cœur de l'événement. Bienvenue dans mon jour de gloire. Dans ce 5e et dernier épisode, c'est un des champions du monde de 2010 qui nous accompagne. Sacré en Argentine avec ses compères Johan Lopez Lazzaro et Romain Wattel, il est passé pro l'année suivante et fait depuis plus de 10 ans les beaux jours du golf français sur le Tour européen, sur lequel il compte 5 victoires. Surnommé El Toro et réputé pour son style de jeu et son caractère flamboyant, il s'agit évidemment d'Alexander Lévy. Bonjour Alex. Bonjour, ça va ? Alex, vous êtes l'un des 3 seuls Français champions du monde de golf chez les messieurs. C'était il y a plus de 11 ans maintenant. Ça reste un des meilleurs souvenirs de votre carrière ? Oui, forcément. Je pense que avec ma première victoire sur le Tour européen, c'est le meilleur souvenir de ma carrière golfique. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Vraiment, c'est il y a plus de 10 ans et j'ai toujours ces quelques petits flashs, quelques petits souvenirs. Je crois qu'on a fait pratiquement 2 semaines là-bas en Argentine, entre la semaine de préparation et la semaine de tournoi. Et voilà, on a fait ça entre copains, on s'entendait super bien et on a réussi à ramener cette coupe qui est un moment incroyable. Je me rappellerai toujours de ce moment qu'on a partagé au green du 18. Et c'est un souvenir incroyable. C'était un rêve d'enfant d'aller chercher ce titre mondial ou c'est une ambition qui est venue au fur et à mesure de votre carrière amateur ? Je suis sorti du lot un peu tard, pour ma part. Chez les jeunes, j'étais pas un très bon joueur. Je me suis forgé assez tard, donc mais assez vite en même temps parce que j'ai très vite évolué. J'ai pris de grosses décisions au niveau. J'avais 20 ans, je crois, ou 19 ans. J'ai pris des grosses décisions. J'ai décidé de pas passer mon bac pour me concentrer à 100% dans ma sélection en équipe de France. Donc pour moi, c'était un objectif. C'était un objectif et quand j'ai fait le pour et le contre de devoir travailler l'été pour passer le bac, parce que je le passais en septembre, ou de me consacrer pour les championnats du monde, j'ai pas hésité. Et au final, je pense que j'ai bien fait. Quel a été votre parcours avant de briller au plus haut niveau mondial chez les amateurs ? Vous venez d'où, golfiquement parlant ? En fait, j'étais au golf de Frégate tout jeune. C'est là où je me suis formé, entre guillemets, mais je jouais que le mercredi et le samedi et le dimanche. Et autour de 15 ans, ouais, j'ai eu la chance d'intégrer le pôle espoir à Antibes. Et ça a été vraiment un tournant dans ma carrière amateur, mais c'est là que j'ai commencé à être professionnel, même si j'avais un niveau médiocre. Mais c'est là que j'ai commencé à travailler comme si j'étais un professionnel. Et de là, tout est allé très vite. Je crois qu'en rentrant au pôle, j'avais jamais scoré sous le par, donc à 15 ans. Et c'est allé à une vitesse, en tournoi je parle, et c'est allé à une vitesse grand V, quoi. Et oui, 5 ans plus tard, vous vous retrouvez donc en équipe de France dans ces championnats du monde aux côtés de Romain Wattel et Johan Lopez Lazzaro. Comment elle s'est formée cette équipe ? Vu que Victor était passé pro l'année d'avant, avec sans aucune prétention, mais avec Jojo, Romain et moi, on sortait un peu du lot. On avait tous gagné des tournois internationaux. Donc, je pense qu'on savait un peu gérer ces moments-là, ces moments chauds. Mais on l'a super bien préparé. En plus, qu'il y avait une très bonne équipe, des très bons joueurs, on l'a super bien préparé. Et ça, le staff y est pour quelque chose. Il nous obligeait pas trop et on n'a pas changé nos routines quotidiennes qui nous avaient amenés à être sélectionnés. Et ça, je pense que c'est le plus important aussi, de pas changer ce qui a marché, quoi. Le trio que vous formiez avec Romain et Johan, c'était particulier, non ? C'était plus que des simples coéquipiers ? Oui, c'est des amis. On a toujours des nouvelles et c'est sûr que pendant toute notre vie, ça sera gravé. Surtout que à jamais les premiers, comme on dit chez nous à Marseille. Et ça restera un moment
un moment incroyable. Et personne ne pourra nous enlever ce titre. Et surtout, quand on sait contre qui on a gagné, je crois que le Danemark, ils avaient les 3 joueurs qui ont joué sur le tour, et qui ont même été vainqueurs, je crois. Et les États-Unis qui étaient 3e, je crois qu'il y a 2 sur 3 de l'équipe qui ont joué sur le PGA Tour. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas gagné contre n'importe qui. Et ça, c'est incroyable. Mais après, on le sentait venir. On avait fait une super préparation. Moi, pour ma part, je crois que j'ai joué un de mes meilleurs golfs la semaine d'avant. On avait fait un match contre l'Argentine. Et je crois que j'avais fait -10, entre -9 et -11. J'avais joué incroyable. Et c'était vraiment ma semaine de chauffe. Et j'ai eu de la réussite que ça tombe sur cette semaine-là, quoi. Vous aviez tous les 3 des profils différents sur le terrain. C'était quoi un peu les particularités de chacun dans le jeu? Romain, il est un peu plus contrôlé, il contrôle ce qu'il fait, il contrôle un peu plus. Nous, avec Jojo, on se ressemble un peu plus. On est plus des sudistes, un peu plus de grinta. Et c'est ce mélange aussi qui a fait que on est arrivé là. Je pense qu'on s'est apporté chacun un petit truc en plus. Romain nous a amené du calme, et je pense que Romain, on lui a amené aussi un peu de fougue, et je pense qu'on s'est tous un peu entraidés à ce niveau-là avec nos traits de caractère. Et moi, je pense qu'il y avait vraiment un bon mélange entre nous 3, et c'est ce qui a fait notre force. C'est ce qui a fait notre force. On faisait notre truc de notre côté, mais on était là pour s'entraider, et s'il y en avait un qui avait besoin de quelque chose, on l'amenait d'une manière différente, et je pense que ça fait la différence. Et au niveau de l'ambiance entre vous 3, alors c'était comment? Ça rigolait beaucoup ou c'était quand même très sérieux, très professionnel? Nous, on était pros, franchement. Le staff a fait un super travail entre les kinés, entre le préparateur physique, tout était bien, tout était bien. Et après, nous, on a rajouté notre touche personnelle où on faisait ce qui nous semblait bon pour nous. Mais le staff nous a mis dans des super conditions. La semaine d'avant, le stage était super. On s'est bien préparé, et on est arrivé frais comme des gardons et prêts à en découdre, quoi. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis et du Danemark qui avaient de très bons joueurs. Vous aviez conscience, vous aussi, d'avoir une des équipes les plus fortes de ces championnats du monde? Bien sûr. Je crois que Romain était 3e mondial à cette époque. Jojo était 25e. Et moi, je devais être 50e. Donc, on était armés pour avoir un bon résultat si on mettait chacun notre pierre à l'édifice. Et moi, quand j'arrive, je suis 3e joueur de l'équipe. Quand je sais que j'ai Romain et Jojo avec moi dans l'équipe, ça me donne confiance, parce que je sais que ces joueurs-là, ils peuvent sortir une carte incroyable à n'importe quel moment. Donc, il y a ça aussi, c'est qu'on savait qu'on était des gros joueurs. Et je pense que toute cette ambiance a permis à en arriver là. Et toute la préparation. Et je pense que quand tu sais que tes joueurs à côté sont des piliers, ça te donne confiance, et t'es un peu plus relâché quand tu joues aussi, quoi. Vous êtes arrivé assez longtemps en avance sur place pour reconnaître les parcours, pour vous entraîner et aussi pour jouer un match de préparation contre l'Argentine, c'est ça? Oui, exactement. On a fait un match contre l'Argentine qui avait une grosse équipe aussi, qui avait Emiliano Grillo et un autre joueur, je ne me rappelle plus son nom, qui était très bon, qu'on connaissait. Et on les a atomisés. Et voilà. Enfin, toute la semaine, on a eu un pressentiment où tout se passait bien. Vraiment, c'était cool. C'était comme dans un film. On passait des super moments, et comme si on allait arriver à une fin qui était bonne. Et on était bien, tranquille. Il y avait de la pression, mais pas trop. Et on se faisait plaisir. On kiffait, comme on dit maintenant chez les jeunes. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force. Et c'est là où les coachs ont eu l'intelligence, je pense, de nous laisser un peu vivre notre championnat du monde. Et je pense que c'est important aussi de
les laisser vivre cet événement qui est le plus bel événement dans le monde amateur par équipe. Comment est-ce que vous vous êtes organisé sur place d'un point de vue logistique? Alors la première semaine, on était dans un hôtel, un bel hôtel super sympa. Et pendant le tournoi, on s'est mis dans une maison. Et là, on avait la cohésion de groupe, on vivait tous ensemble. Et, euh, et c'était bien parce que je pense qu'on n'a pas passé trop de temps non plus ensemble, mais on a passé le moment important ensemble pour se tenir. C'était pendant le tournoi. Mais la semaine avant de préparation, on était sans les coachs. Je ne sais plus si on dormait ensemble ou si on avait une chambre chacun. Je ne me rappelle plus de ça. Mais on n'était pas avec les coachs en tout cas. Et je pense que ça, c'est important aussi, qu'on ait un peu notre vie privée un peu de côté pendant la préparation. Et pendant le tournoi, ben, on vivait ensemble pour se tenir et passer des bons moments et penser un peu à autre chose aussi. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour décompresser, pour penser à autre chose? Oh, ben, on avait des massages, on se racontait pas mal de conneries. On- et, euh, et voilà, hein. Après, ça va vite, hein. On était dedans, ça c'est passé à une vitesse. On a joué que 3 tours, nous, parce qu'il y avait eu un jour qui a été annulé à cause de la pluie. Donc, ouais, c'est passé très, très vite, hein, au final. T'as pas trop le temps de penser à autre chose, hein. On était concentré à fond sur notre but, c'était de gagner la coupe. Après, le dernier soir, on n'a pas très bien dormi, mais c'est assez normal. Surtout, moi, j'avais une grosse partie le lendemain. Donc, ouais, j'ai pas beaucoup dormi, quoi. Mais bon, c'est la bonne adrénaline, ça. Quel souvenir vous gardez justement de ce dernier tour et du dénouement de ces championnats du monde? Dernier tour, j'avais deux gros joueurs, Lucas Bjerregaard et Peter Uihlein. Et, euh, et ça, c'était une grosse équipe. Et ça a été un combat incroyable. Incroyable. Franchement, et ça nous arrive d'en reparler encore quand on se croise, parce que le dernier tour, il y avait eu du vent, c'était vraiment très, très compliqué. Et je regrette euh, de ne pas avoir plus profité. On ne se rend pas compte sur le moment, mais c'était vraiment un moment incroyable. Comment ça s'est passé sur le parcours à ce moment-là, Alex? Vous disiez vous étiez avec Peter Uihlein, donc l'Américain qui était numéro 1 mondial à l'époque, chez les amateurs, avec Lucas Bjerregaard, l'un des 3 Danois qui ont pris la médaille d'argent juste derrière vous. Alors quand on joue avec ses adversaires directs dans un moment comme ça, est-ce qu'on se dit qu'on est là pour battre le parcours? Est-ce qu'on se dit qu'on fait son truc dans son coin sans se préoccuper des autres? Ou est-ce que finalement ça tourne à un vrai duel à 3? Au début, on jouait bon, chacun, et à la fin, c'est devenu serré. Je me rappelle de ce trou qui revenait vers le clubhouse. Je pense que c'était le 14, un par 3. Et là, c'était tout serré. Et là, c'est le couteau entre les dents et on va à la guerre. Alors que le début, c'était, ben, mais les 5 derniers trous, c'était coup de marteau sur coup de marteau. Et je me rappelle très bien, euh, je crois que c'est Bjerregaard qui a fait une fois 4 putts au 15. Et au 17, je me rappelle comme si c'était hier, au 17. D'ailleurs, j'ai jamais retrouvé ce putt et je regrette parce que je sais qu'il a été filmé. Et au 17, on est à peu près à la même distance avec Peter Uihlein. Il putt, donc on doit avoir 12, un peu plus de 12 mètres. Mais c'est à lui de putter en premier. Il putt, il reste 2 mètres court. Et à ce moment-là, on a un coup d'avance. Il reste 2 mètres court, 2 mètres 50 court, et moi j'ai un putt de 12 mètres. Et c'est vrai que je m'en rappelle, comme je disais, hein, c'est incroyable ce qui m'était arrivé. J'avais 3 petits points blancs qui s'éclairaient sur la ligne. Et, euh, et je la voyais dans la visualisation, ce putt, je le voyais rentrer en passant par ces 3 petits points. Et j'ai fait un putt et je le vois toucher le premier point, le deuxième point, le troisième point, prendre le trou. Si elle prend pas le trou, elle finit 4 mètres derrière. Et elle rentre. Et là, je me rappelle, j'ai sauté tout ce que j'avais. Et derrière, Uihlein, il rate son putt.
Donc, on fait birdie bogey, on passe 3 coups d'avance. Et là, j'arrive au départ d'après et je vois Jojo sur le green du 18 mettre son putt de l'extérieur du green et prendre 4 points d'avance. Et ça, c'est des souvenirs, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais une longue marche et je pensais, donc il fallait faire redescendre l'adrénaline parce que je venais de mettre un bon putt et j'avais sauté comme un fou. Donc j'avais le cœur qui battait assez fort. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette longue marche pour redescendre. Et je me rappelle, j'avais mis sur le dernier trou, il y avait tellement de vent, tellement d'adrénaline. J'avais mis un coup de fer et un coup de pitch. Alors que normalement, on drivait, on tapait un. Mais j'avais tellement d'adrénaline, c'était énorme. À ce moment-là, vous saviez que c'était gagné? C'est ce putt au 17 qui vous a donné le titre? C'est l'enchaînement. Il faut de la réussite pour gagner. Et Jojo a été plus 4. Il revient dans le par en mettant ce putt de l'extérieur du green. Tout s'est bien enchaîné. Et Ulane qui fait... non, je crois que c'est Ulane qui avait fait 4 putts. Donc les États-Unis étaient sortis. Et c'est Bjerregaard qui fait 3 putts sur le 17. Je crois que c'est ça. Et de là, on sait que quand je mets ma balle sur le green en 2 au 18, on sait qu'on a gagné, quoi. On sait qu'on a gagné. On attendait Romain sur le green de 18 en se sautant dessus avec Jojo. Et on a attendu Romain, on a attendu qu'il finisse. Et une fois qu'on a fini, on s'est sauté dans les bras et on a célébré, quoi. On a célébré, mais tu célèbres jamais assez ces moments-là. Le fait de décrocher cette victoire avec des coéquipiers, de gagner en équipe, c'est plus fort que tout ce que vous avez ressenti par la suite en individuel? Rien à voir. Franchement, c'est le seul regret que j'ai dans ce sport, c'est qu'il y a très peu de tournois en équipe. Et c'est une anecdote. Cette année, je croise Shane Lowry dans le locker après qu'il ait joué la Ryder Cup. Et je lui dis, bon, ça va, t'arrives à dormir? Il me dit, non, c'est injouable. C'était la semaine juste après. C'est dur, j'ai du mal à redescendre. Et je lui dis, j'ai une question à te poser. Pour toi, t'as gagné The Open chez toi, devant ton public, en Irlande, de là où tu es, et tu as joué une Ryder Cup aux États-Unis où tu as pris une branlée. Quel reste ton plus gros moment? Et il m'a dit la Ryder Cup. Donc je pense que les sports, enfin le moment en équipe, ça procure des sensations que en individuel tu n'auras jamais. Et quand j'ai dit ça, je lui ai dit mais vraiment? Il me dit ouais, je te jure, j'ai vécu un truc que même en individuel chez moi en Irlande à gagner le British Open, je l'ai pas ressenti de la même manière. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui sont uniques. Et la célébration de cette victoire, elle a été unique elle aussi? On a vécu un grand moment aussi. Vu qu'on était bien potes avec les Argentins, ils nous ont dit allez venez, on va célébrer votre victoire, on vous amène dans un endroit. Donc eux étaient déjà partis de la cérémonie et on les rejoint. Et je me rappelle comme si c'était hier. On arrive et là on va dans un truc, on monte à l'étage. Je nous vois monter et là on arrive, un défilé de maillots de bain. Et entre ça et quand on a eu la médaille remise par la ministre des Sports, c'était deux moments assez mythiques. C'est là où tu te rends compte que quand tu rencontres la ministre des Sports, que tu as fait quelque chose de grand quand même. Alex, à la différence de vos coéquipiers, vous n'êtes pas passé pro juste après ces mondiaux. Vous avez attendu l'été suivant, l'été 2011, pour le faire. Pourquoi ce décalage? Je me sentais pas prêt. Le staff il n'était pas encore au complet. Et voilà, pour moi, j'ai joué au-dessus de mes moyens, de mon niveau normal pendant les championnats du monde, parce que j'ai fini 2e quand même en individuel. Je crois à 1 point ou à 2 points du premier. Donc j'ai joué au-dessus de mon niveau moyen et ça aurait été précipité de passer pro. Je pense que j'avais encore besoin de me professionnaliser sur quelques points et je regrette pas du tout.
Je regrette pas du tout parce que ça, ça a porté ses fruits. Et j'ai vécu encore un dernier moment incroyable où on a gagné les championnats d'Europe. Donc je regrette pas du tout. Un petit mot sur ces championnats d'Europe 2011, un nouveau titre que vous remportez avec l'équipe de France. Vous disiez que c'était incroyable. Comment ça s'est passé? Comment dire? On était 6. Chaque match, il y a eu un revirement de situation. Quand on a gagné en finale contre la Suisse, je me rappelle, il y a eu des engueulades sur le parcours entre coach, joueurs. De là, on gagne le match en double. De là, on gagne l'après-midi. En demi-finale, on se voit contre les Allemands. On se voit perdre. Moi, je me vois perdre. Mais je suis déjà la casquette enlevée en train de leur dire bravo les gars. Et là, Gary Stahl met un putt de 15 mètres de l'extérieur de 15 mètres pour gagner le 17 alors qu'il était 2 down et l'autre a raté son putt. Il gagne le 18 et il gagne au 3e trou de playoff. Enfin, c'était magnifique encore. C'était un moment magnifique. Quand j'en parle, il y a tous les souvenirs qui me reviennent. Mais ce championnat d'Europe, pareil, c'est nous qui devons le gagner. On a eu une réussite mais qui était incroyable. Après, on la provoque. Mais ce match contre les Allemands, je pense qu'ils l'ont jamais digéré. On doit jamais gagner. Jamais gagner. Jamais. Et au final, on gagne comme des rats. D'où le surnom Ragondin pour Gary Stahl. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Mais c'est des souvenirs par équipe, comme je disais, qui te restent. Et on en parle encore. Quand je vois Gary, je leur parle toujours de ce moment-là. Ouais, c'était mythique. C'était mythique. Vous parlez du surnom de Gary Stahl, le Ragondin. Le vôtre, El Toro, ça vient des championnats du monde 2010? Ça vient d'Argentine? Ouais, ça vient de là-bas. Comme je disais, je suis arrivé sur une semaine où je volais, je tapais fort, je mettais des parpaings et j'étais on. Alors on sait comment je peux être quand je suis on et voilà. Et les coachs le sentaient que j'étais une pile électrique quoi. J'étais une pile électrique et le surnom est venu de là. Et qui a donné le surnom? Je crois que c'est Potier, Christophe Potier et Mathias Willam. Alex, c'était la première fois, et toujours la seule d'ailleurs, que la France gagnait ce titre mondial chez les messieurs. Vous aviez eu, à votre retour à l'aéroport de Roissy, un petit comité d'accueil. Des proches et des gens de la fédération étaient là pour vous féliciter. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pris conscience d'avoir vraiment écrit une page de l'histoire du golf français? Ah bah bien sûr, on a fait une, une semaine incroyable qui s'est finie avec un moment magique. J'imagine que la Fédé était ravie parce qu'ils sont investis énormément en nous et qu'on leur amène ce trophée. Ils étaient heureux, ils ont voulu partager cette arrivée avec nous. Et c'est vrai que c'est un grand moment. C'était un grand moment quand on est rentré. Ils nous attendaient avec les drapeaux. Et c'est vrai que c'est un moment magique. C'est un moment magique. Et ça aussi, ça fait partie des moments qu'on se souviendra. Ce moment où on est arrivé à l'aéroport et tu as l'impression d'être un héros alors que pas du tout. Tu as juste fait ce que tu savais faire, bien jouer au golf et remporter les championnats du monde. Mais c'est vrai que c'est des moments magiques. Vous le savez, Alex, les prochains championnats du monde auront lieu en France dans quelques mois. Est-ce que vous avez un message ou un conseil à faire passer aux joueurs et aux joueuses qui nous représenteront cet été? Tout d'abord, sachez que c'est un moment magique et encore plus particulièrement de le vivre dans son pays. Après, forcément, il va y avoir de la pression. Et moi, ce que j'ai comme conseil, c'est si vous êtes sélectionné, c'est que vous savez ce que vous devez faire. Faites ce qui vous semble bon pour vous et prenez du plaisir et kiffez un max parce que c'est un moment magique. Et pour moi, c'est ce qu'on a réussi à faire en 2010, c'est de transformer cet événement en plaisir et
et on l'a kiffé du début jusqu'à la fin. Merci Alexander Lévy d'avoir passé ce moment en notre compagnie pour parler des championnats du monde 2010 en Argentine. Avec plaisir, c'était un grand plaisir, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Et merci à vous de nous avoir suivis.